Je suis Christophe Massamba de l'association Recherche et Initiative pour le développement du Congo, en abrégé RIDEC. Je viens par cette occasion vous faire le compte-rendu du procès Charles Onana, procès intenté par un collectif des associations pro-Kagame au tribunal de grande instance de Paris. Je vais commencer par la présentation. La communauté congolaise de France a vécu du lundi 7 octobre à vendredi 11 octobre 2024 au rythme du procès Charles Onana. Auteur de plusieurs ouvrages, il est accusé de négationnisme pour la publication en 2019 de son livre « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise » quand les archives parlent aux éditions L'Artilleur, dont le patron Damien Sériès se retrouve lui aussi à la barre comme accusé. Pour rappel, ce livre révèle non seulement les éléments d'archives et les documents authentiques incontestables, mais aussi le contexte et les témoins directs de l'histoire de la déstabilisation des trois pays de la région des Grands Lacs, qui sont le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, depuis 1990, au lendemain de la chute du mur de Berlin et de la dislocation de l'URSS. Pour ce procès au tribunal de grande instance de Paris, l'accusation a été portée par la partie civile composée des 6 associations suivantes. 6 associations reconnues comme soutien du régime rwandais de Paul Kagame. La LICRA, Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, la LIDH, Ligue internationale des droits de l'homme, la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, Survie, une association française anti-France-Afrique, IBUKA, une association de la défense des intérêts des Tutsis rwandais, et CRF, une association de la communauté rwandaise de France. Ce lundi 7 octobre 2024 à 14 h, le premier jour de l'ouverture du procès, la salle était archi-comble qu'une partie du public de la communauté africaine et surtout congolaise est restée dehors par manque de place dans cette salle d'audience de la 17e chambre correctionnelle du 4e étage, obligeant la présidente de délocaliser la suite des auditions dans la salle 213 du 2e étage d'une plus grande capacité d'accueil. Et cela à partir de mardi 8 octobre 2024. On peut ainsi dire que tous les jours du procès, du lundi à vendredi, à part le mercredi, jour de pause, la salle d'audience était remplie comme un œuf. Le procès est ouvert par la présidente de l'audience avec l'invitation à la barre de Charles Onana, suivi de son éditeur, M. Damien Sériès, pour des vérifications de leurs identités, le rappel de l'objet de l'accusation et leur informer évidemment de leurs droits. Vient alors la partie instruction du dossier. Je vais le découper en 2 parties aussi. En première partie, la présidente d'audience a accordé la parole à l'accusation en premier, ensuite à Charles Onana et son éditeur Damien Sériès. Les représentants des associations du collectif de l'accusation, suivis de leurs 6 avocats, ont rappelé comme prévu les motifs de leur plainte pour négationnisme. Ce collectif a sélectionné quelques phrases et le mot génocide là où il a été mis entre guillemets pour les considérer comme une minimisation du génocide. En deuxième partie, il s'agissait d'écouter les témoins. Et au cours de ces jugements, plusieurs témoins ont défilé à la barre, ceux des accusés en premier, suivis de ceux de l'accusation. La journée de lundi, pour Charles Onana et son éditeur, on a pu recueillir les témoignages du colonel Luc Marchal, commandant adjoint de la MINUAR pendant le génocide, de M. Simugomwa, ex-journaliste, ensuite secrétaire général du gouvernement post-génocide, puis agent de renseignement du FPR qui finira par s'exiler et changer de nom. Pour l'accusation, on a vu Mme Bojona Koulibaly, présentée comme chercheur universitaire française d'origine bosniaque, très connue pour son engagement dans la défense des thèses favorables au régime rwandais de Paul Kagame. Et la journée du mardi, pour Charles Onana et son éditeur, on a pu recueillir les témoignages du général Lafourcade, commandant de l'opération turquoise, de M. Johan Swinen, ambassadeur de Belgique en poste au Rwanda pendant le génocide, de Mme Jeanne Routassi Ire, une Rwandaise victime du Front patriotique rwandais FPR,
de M. Matata, un Rwandais président de la FIDH au Rwanda à l'époque du génocide. Pour l'accusation, on a eu le témoignage d'un Français universitaire, chercheur en histoire, dont je n'ai pas réussi à noter le nom. La journée de mercredi s'est passée sans procès, donc c'était une journée de pause. Et le jeudi, pour Charles Onana et son éditeur, on a vu passer le général Christian Queneau, aide de camp du président François Mitterrand, le général Didier Tauzin, chef des opérations contre le FPR, ensuite l'opération turquoise. On a vu passer aussi un citoyen rwandais, haut magistrat du Rwanda pendant le génocide. Je n'ai pas retenu son nom non plus. Et puis enfin, on a vu passer pour Charles Onana le général Habyarimana, ministre de la Défense du gouvernement post-génocide jusqu'en 2002. Pour l'accusation, on a vu passer M. Mengin, avocat de nationalité belge, présenté comme ayant fait des affaires au Rwanda, au Burundi et en RDC, en République démocratique du Congo. Ensuite, successivement, on a vu passer 2 citoyens français universitaires, dont l'un s'est présenté comme ayant été un expert de la commission Duclerc. Je n'ai malheureusement pu retenir leur nom. Le vendredi avant midi, pour Charles Onana et son éditeur, on a vu passer comme témoin le colonel Jacques Oga, commandant de la Légion étrangère de l'opération turquoise au Rwanda en 1994, Maître Reti Amouli, président de l'association des avocats du tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR d'Arusha. Et pour l'accusation, on a vu passer M. Marcel Kabanda, historien, président de l'association Ibuka. Alors pour résumer tout ça, tous ces témoins de Charles Onana et son éditeur appelé à la barre sont des personnes qui ont évoqué leurs propres expériences directes sur le terrain au Rwanda, à proximité du FPR, de l'opération turquoise, des phares, l'armée rwandaise de l'époque, et des ONG qui étaient sur place, et au sein des institutions internationales comme la MINUAR et certaines autres agences des Nations Unies. Et bien évidemment avec des forts détails. On y apprend notamment le rôle des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'ONU, de la MINUAR et des ONG internationales, tout le long de la guerre pour la conquête du pouvoir au Rwanda d'abord et ensuite au tribunal pénal international pour le Rwanda en faveur du Front patriotique rwandais FPR, où d'ailleurs on peut noter une anecdote le procureur Carla Del Ponte a été écarté quand elle voulut poursuivre des tueurs Tutsis et l'interdiction faite à un prévenu de révéler l'identité du fournisseur d'armes aux forces armées rwandaises phares sous Habyarimana, qui n'était autre que le secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros Ghali. On y découvre les actions perpétrées par les troupes du FPR installées à Kigali, malgré la constitution du gouvernement d'union nationale à la suite des accords d'Arusha, signés en 1993 par les 2 parties en conflit. Les infiltrations, les attentats se multiplièrent partout, installant l'insécurité et la psychose dans tout le Rwanda. On y apprend, avec de forts détails, des éléments et autres révélations sur la responsabilité personnelle de Paul Kagame et ses hommes dans l'attentat contre l'avion d'Habyarimana, ainsi que les moyens de dissimulation utilisés par tous les soutiens anglo-saxons du FPR pour empêcher toute analyse sur le déclenchement du génocide. On y apprend notamment comment le FPR, pour ce génocide, avait arrêté le principe de sacrifier les Tutsis de l'intérieur, considérés comme des collaborateurs des régimes Hutus précédents. On y découvre tous les préparatifs mis en place par le bloc anglo-saxon pour le contrôle et l'invasion du Zaïre plus tard en 1996. On y découvre aussi qu'il n'y a jamais existé de plan pour l'organisation du génocide. On y découvre les éléments qui révèlent l'anachronisme et le contexte de l'utilisation du terme génocide par le FPR et ses alliés bien longtemps avant sa qualification par les Nations Unies. On découvre enfin comment, sous des grosses pressions du camp Kagame,
Les termes attachés au génocide ont évolué dans le temps. Du génocide des Tutsis et Hutus modérés, il est passé au génocide rwandais pour finir au génocide des Tutsis du Rwanda. Quant aux témoins de l'accusation, incapables de remettre en cause les éléments factuels et authentiques de la défense tels que la responsabilité du FPR dans le déclenchement du génocide par l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, le soutien des services de la CIA et de la MINUSMA, ils ont refusé tout débat de fond. Ils se sont plutôt contentés de circonscrire toute leur argumentation à la seule signification du mot génocide qu'ils ont tiré de quelques phrases choisies dans le livre pour lesquelles ils font leurs propres interprétations. S'appuyant sur leurs expertises, ils se sont contentés de faire leurs analyses sémantiques avec comme point focal les guillemets posés autour du mot génocide pour accuser une minimisation de celui-ci par Charles Onana. Je vais passer maintenant à la troisième partie, les plaidoiries. Ces plaidoiries ont eu lieu le vendredi après-midi, en commençant par l'accusation. On a vu successivement passer à la barre les représentants des associations LICRA, FIDH, LIDH, CRF, IBUCA et Survie. Nous avons noté celles les plus remarquables de M. Dupaquier et du représentant de Survie, dont je n'ai pas retenu le nom. M. Dupaquier est un journaliste et membre de l'association rwandaise IBUCA qui a plusieurs fois montré son attachement à la défense de Paul Kagame et du système du FPR. Comme les autres membres de l'accusation, il a tenté de faire le lien entre le génocide des Tutsis et la Shoah, génocide des Juifs entre 1940 et 1945. Les représentants de l'association Survie, comme pour anticiper sur la révélation à venir d'un conflit d'intérêts avec le FPR, s'est empressé de déclarer que son ex-président Jean Carbonare a été conseiller du FPR, mais seulement après avoir démissionné de son poste de président de l'association. À leur tour, les 6 avocats de l'accusation, comme pour escamoter tout débat de fond sur la guerre civile du Rwanda, se sont satisfaits de profiter de la loi mémorielle de 2017, votée en France sur les génocides au Rwanda, censée punir toute personne qui ose remettre en cause la thèse officielle. Ils se sont contentés d'exploiter le seul mot génocide et certaines séquences des phrases pour lesquelles ils se sont chargés de faire des développements stéréotypés avec comme argument la dangerosité du négationnisme qui provoquerait la haine dans nos sociétés, surtout à travers les réseaux sociaux. Même les populations congolaises ont été indexées pour une prétendue haine contre les populations Tutsis qui s'y trouvent. Ils finissaient tous, comme prévu par leur rôle, de demander la condamnation de Charles Onana et de Damien Sériès pour négationnisme. La procureure de la République, comme habituellement dans son rôle, a soutenu les thèses de l'accusation en appuyant les analyses sémantiques précédemment développées par cette dernière. Sa demande de condamnation de Charles Onana, de l'auteur Charles Onana et son éditeur Damien Sériès, n'a pas surpris. Quant à la défense, les 2 avocats de la défense ont démonté méthodiquement et un par un les arguments de l'accusation, indiquant la volonté de cette dernière à empêcher tout éclairage sur les causes et l'origine de ces génocides de 1994. Les collusions entre les associations accusatrices et le régime rwandais de Paul Kagame ont été démontrées. Pour montrer l'intérêt de continuer à travailler sur la question, il a notamment été évoqué le changement majeur de narratif des États-Unis exprimé le 6 avril 2024 à Kigali par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a reconnu désormais les victimes Tutsis, Hutus et Twa dans ce génocide. L'avocat de Charles Onana n'a pas manqué l'occasion d'interpeller le tribunal en ces termes. Que restera-t-il à écrire sur le Rwanda si le tribunal, par une condamnation, arrive à empêcher toute manifestation de la vérité sur ce pays? Quand l'éditeur Damien Sériès est appelé à la barre pour s'exprimer, il a naturellement demandé la relaxe, assumant le travail qu'il a accompli pour ce livre de Charles Onana, qui mérite pour lui une meilleure considération. Quand Charles Onana passe à la barre pour la dernière fois,
dans une excellente déclaration finale, il a indiqué tout l'acharnement sur sa personne avec une précédente plainte de Paul Kagame, retirée juste avant le début du procès, il y a déjà quelques années, ainsi que tous les moyens utilisés pour empêcher les intellectuels comme lui de faire une analyse de fond sur le drame rwandais de 1994. Il a rappelé le conflit d'intérêts entre l'association Survie et le FPR, dont le président Jacques Arbonaré a été le conseiller spécial de Paul Kagame avant, pendant et après le génocide. Il a informé le tribunal de la menace de mort prononcée publiquement contre lui par M. Paul Kagame. Rappelant les millions de morts en RD Congo pour le vol de minerais et le rapport mapping de l'ONU, il a annoncé sa détermination de poursuivre sa défense de la vérité. Il a fini par rappeler que pour le Rwanda, on ne peut pas escamoter le contexte de la guerre pour la conquête du pouvoir opposant le FPR au gouvernement rwandais d'alors pour bien appréhender les conséquences. Il a répété qu'il n'a jamais nié le génocide et a demandé la relaxe. Pour le point de vue des Congolais sur ces procès, la reconnaissance de la responsabilité du FPR dans le déclenchement du génocide changera l'histoire de ce drame qui est différente de celle officiellement imposée par des inquisiteurs modernes qui tentent par tous les moyens d'empêcher le livre qui porte à juste titre ce nom, Rwanda, vérité sur l'opération turquoise, quand les archives parlent. Ils considèrent toute condamnation de Charles Lonana comme une condamnation des Congolais et de leur pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Les Congolais reconnaissent Charles Lonana comme un véritable lanceur d'alerte au même titre qu'Edward Snowden et Julian Assange, n'étant ni Congolais ni Hutu-Rwandais, mais un Franco-Camerounais qui fait un travail intellectuel libre, honnête et courageux et qui n'a jamais choisi de s'asseoir sur les vérités qu'il a pu découvrir par ses travaux de recherche face à une version tronquée officiellement imposée de l'histoire du génocide au Rwanda. Considérant l'ère du néocolonialisme comme révolue et observant bien l'engagement des associations comme Survie dans la lutte contre la France-Afrique et dans le même temps en faveur d'une anglo-saxon-Afrique, ces Congolais venus nombreux au tribunal, ne pouvant rester insensibles à ce qui les concerne, refusent que leur pays, la RD Congo, et les Congolais fassent les frais de la rivalité qui se joue depuis 1990 entre les États-Unis et la France pour le contrôle des espaces qui étaient sous influence de la France-Afrique. Rivalité dans laquelle prend part Survie avec son soutien aveugle et permanent du régime rwandais de Paul Kagame. Dans le contexte de l'invasion et de l'occupation des terres congolaises du Kivu par l'armée rwandaise, avec le truchement du M23, ce procès contre Charles Lonana vient rappeler aux Congolais qu'avec les puissances occidentales qui ne favorisent pas un dialogue inter-rwandais pour la réconciliation Hutu-Tutsi, il faut s'attendre à tout. Il se demande si cette France qui a offert la gestion de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, contre toute considération morale au régime criminel de Paul Kagame, se privera de faire pression sur les juges dans cette affaire. Convaincu qu'il faut agir sur les causes et l'origine et non seulement agir sur les effets pour résoudre un problème, de nombreux Congolais craignent que ce procès soit le fruit d'une démarche politique du pouvoir sans complexe français qui assume sa proximité avec le régime des assassins sans frontières de Paul Kagame, tel qu'il a été qualifié par un autre auteur. Il y a donc un risque important qu'en date du 9 décembre 2024, le tribunal français prononce par son verdict une condamnation politique de Charles Lonana dans le seul but d'empêcher la manifestation d'une vérité qui continue à gagner du terrain et qui finira par triompher. Ainsi donc se termine ce compte rendu. Je n'ai plus qu'à remercier vous tous qui aurez l'occasion de regarder ce document.